Comme promis, aujourd'hui on va parler de diverses analyses, plutôt poussées, qui ont été réalisées sur la vidéo Gimbal. On va commencer par une analyse faite par deux chercheurs indépendants, Yannick Pings et Marek van Rennenkampf. Les auteurs de cette étude commencent par préciser que leur simulation repose sur des données incomplètes. Il y a certes beaucoup d'informations fournies sur la vidéo, l'altitude de l'avion, l'angle de l'objectif, l'inclinaison de l'avion par rapport à l'horizon, etc. Mais malheureusement, il manque certaines informations qui permettraient de construire un modèle plus solide. Alors ces informations, en fait, on peut les avoir, mais de manière indirecte. La vitesse du vent, par exemple, on ne l'a pas, mais à un moment dans la vidéo, on entend un pilote dire qu'il y a un vent de 120 nœuds vers l'ouest. On n'a pas non plus la distance entre l'objet qu'on voit et l'avion qu'il filme, sans doute l'information la plus importante, mais on a le témoignage de Ryan Graves. Rappelons qu'à peu près tout ce qu'on connaît du contexte qui entoure cette affaire provient de Ryan Graves, qui ne faisait pas partie des personnes présentes quand la vidéo a été enregistrée, mais qui en a discuté avec eux après l'événement et plus tard a répété ce qu'on lui aurait dit dans des interviews. Les auteurs de l'étude ont consulté les rapports que l'équipage a fait auprès du ministère de la Défense, les vraies personnes qui étaient présentes et qu'on entend dans la vidéo, mais comme c'est souvent le cas avec ce genre de documents, ils sont caviardés avant d'être rendus publics, comme vous pouvez le voir ici. Dans ce rapport, l'équipage donne la distance entre l'avion et l'objet, mais l'information a été cachée. On n'a pas d'autre choix que de reposer sur les témoignages de Ryan Graves, qui affirme que, d'après ce que la personne qui a filmé le gimbal lui aurait dit, l'objet se trouvait entre 10 et 15 km. Donc c'est important de rappeler tout ça, de garder en tête que les auteurs de l'étude sont partis du principe que ce qu'on entend dans la vidéo est exact, tout comme ce que dit Ryan Graves, mais sans possibilité de vérifier ces informations. Autre donnée manquante, la vitesse de l'avion. Alors on a bien une indication ici, mais il faut savoir que pour des pilotes, un avion a plusieurs vitesses différentes. Nous, ça nous paraît un peu bizarre parce que quand on conduit une voiture, il n'y a qu'une vitesse. Votre voiture va à 90 km/h par exemple, point. Il y a des capteurs qui calculent la vitesse de l'arbre moteur ou directement la vitesse de rotation des roues et ça permet de connaître la vitesse de la voiture par rapport à la route. Sur un aéronef, c'est différent. Ce sont des capteurs qui mesurent la vitesse de l'air qui rentre dans ces capteurs. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour donner un exemple qui montre comment on peut se retrouver avec plusieurs vitesses différentes, on va prendre l'exemple d'un hélicoptère plutôt que d'un avion pour sa capacité à faire des vols stationnaires et partir d'une situation la plus simple possible. Un hélicoptère donc qui ferait du surplace au-dessus du sol. Et on va dire qu'il a un vent de face de 100 km/h. Dans ce cas, le capteur va mesurer de l'air qui se déplace à 100 km/h autour de l'hélicoptère. Et donc pour lui, l'hélicoptère se déplace à 100 km/h relativement à la masse d'air qui l'entoure. Ce qui n'est pas faux. Et c'est une des façons d'exprimer la vitesse d'un aéronef. Une autre, ce serait de mesurer la vitesse de l'hélicoptère par rapport au sol par exemple. Et là, ça nous donnerait une autre valeur, parce que relativement au sol, il est immobile, et donc il va à 0 km/h. Ça paraît bizarre, mais pour des pilotes, ces deux valeurs sont vraies. Selon le point de référence qu'on considère, l'hélicoptère peut être considéré allant à 0 ou à 100 km/h. C'est juste deux façons différentes d'exprimer la vitesse. Et c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres. La vitesse qu'on voit affichée à l'écran, ce n'est qu'un type de vitesse, et c'est insuffisant pour avoir une image complète du comportement de l'avion. Tout ça pour dire que cette étude ne manipule pas des données précises, il y a des approximations qui donnent lieu à des marges d'erreur. Ceci dit, voyons ce que l'étude tend à montrer. Déjà, l'effet de vitesse qu'on observe sur la vidéo, on voit que relativement à la couche de nuages, l'objet semble se déplacer assez vite, c'est en partie dû à l'effet de parallaxe dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour rappel et pour faire simple, c'est une illusion d'optique qui trompe nos sens et nous empêche d'évaluer correctement la vitesse d'un objet et, par voie de conséquence, peut aussi nous empêcher d'évaluer correctement une trajectoire. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'effet de parallaxe qui peut être très fort. L'astronaute Scott Kelly, qui est loin d'être un débutant puisqu'il a passé plus de 500 jours dans l'espace, disait que quand il était dans la Station spatiale internationale ou quand il pilotait des avions, il se faisait encore avoir par l'effet de parallaxe. Ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur la première conférence de la NASA sur les ovnis se souviennent peut-être qu'un des chercheurs avait calculé la vitesse de l'ovni qu'on voit dans la vidéo connue sous le nom de Go Fast, qui en anglais signifie aller vite, un nom qui vient justement du fait que l'objet semble filer à toute allure. Et il avait déterminé que l'objet ne se déplaçait en fait pas très vite et qu'on était surtout trompé par l'effet de parallaxe. Pour se convaincre de la puissance de l'effet de parallaxe, voici la vidéo d'un ballon emporté par un vent de faible intensité, qui se déplace donc seulement à quelques km/h, mais de la façon dont il est filmé, on pourrait avoir l'impression qu'il se déplace beaucoup plus vite que ça. C'est pareil avec la vidéo du gimbal. L'objet se déplace vraiment vers la gauche, mais pas aussi vite qu'il n'y paraît. Ceci étant dit, quelles sont les conclusions de cette étude? On va en retenir 3.
Premièrement, l'objet est en train de monter en altitude, et ce tout au long de la vidéo. Ça se fait selon cette courbe qui représente l'augmentation de l'altitude du début à la fin de la vidéo, et c'est donc très progressif. C'est pour ça que ça ne se voit pas spécialement sur la vidéo, mais quand on compare côte à côte les images du début, du milieu et de fin, relativement à la ligne d'horizon, on peut voir qu'en effet l'objet a grimpé et finit avec une altitude un peu plus élevée qu'au début. Et ça ne viendrait pas d'une illusion du fait que ce serait l'avion qui descend et que du coup on aurait l'impression que c'est le gimbal qui monte, puisque l'altimètre de l'avion nous montre que celui-ci garde sensiblement la même altitude du début à la fin. Aussi, et toujours d'après ces analyses, l'objet a une vitesse qui varie selon cette courbe. Une décélération pendant les 2 premiers tiers de la vidéo, un passage par une vitesse minimale, puis une réaccélération. Ça ne se voit pas non plus sur la vidéo. Si on se fie à l'impression visuelle, on a plutôt l'impression qu'il y a une forte décélération à la fin, quand l'objet semble pivoter, mais en fait, d'après cette analyse du moins, l'objet est déjà en train de réaccélérer à ce moment-là. Troisième conclusion, l'objet change de direction. Il opère un virage serré pour repartir dans l'autre sens, ce qu'encore une fois on ne perçoit pas sur la vidéo. En combinant ces 3 données, le fait que l'objet monte, qu'il décélère jusqu'à une vitesse très basse puis réaccélère, et enfin qu'il change de direction, on obtient cette trajectoire qui serait celle du gimbal. En animation, ça donnerait à peu près ça. Alors il faut rappeler que ce n'est qu'un des résultats possibles selon les approximations qu'ont fait les analystes. Si on prend d'autres approximations, on obtiendra d'autres résultats, mais le but c'est de montrer qu'au moins cette trajectoire est possible. Si vous vous souvenez un peu du contexte, Ryan Graves avait dit que sur l'écran radar, l'objet avait semblé repartir dans l'autre sens, comme s'il exécutait un demi-tour vertical, et l'étude a donc montré que ce type de virage vertical fait partie des résultats possibles, et que donc le scénario décrit par Ryan Graves est plausible. Alors c'est un peu bizarre quand même cet écart entre ce qu'on perçoit en regardant la vidéo et une trajectoire en virage très serré comme ça, qui n'apparaît pas du tout à l'image. Mais on sait bien que l'impression visuelle peut être très trompeuse avec ce genre de séquence prise depuis un avion. L'effet de parallaxe dans un avion, surtout un avion de chasse, c'est quelque chose de très complexe et qui donne lieu à plein de déformations de la perception. En plus, comme on va le voir juste après, l'objectif qui prend les images depuis ce genre d'avion et qu'on va appeler un pod, en fait il tourne dans tous les sens pour suivre une cible, même si ça ne se voit pas à l'écran parce qu'il y a un programme qui stabilise l'image. Aussi, parfois l'objectif se retrouve carrément à l'envers et l'image est remise à l'endroit par le programme, et tout ça, ça peut créer des erreurs de perception. D'autres analystes ont dit qu'en fait les calculs sont complètement faux parce qu'ils partent de témoignages faux. Non pas qu'ils accusent Ryan Graves ou les autres pilotes d'avoir menti, mais simplement de s'être trompés. Ils auraient cru que ce qu'ils voyaient à l'image correspondait à une signature radar située à une dizaine de kilomètres devant eux, alors qu'en fait ils étaient en train de regarder un avion qui se trouvait beaucoup plus loin à une cinquantaine de kilomètres. Probablement vu de derrière, ce qui expliquerait la signature infrarouge assez importante qu'on voit à l'image, qui correspondrait en fait à la forte chaleur dégagée à l'arrière des réacteurs. S'il s'agit bien d'un avion se situant à une quarantaine de kilomètres plus loin que ce qui a été pris en compte pour faire les calculs, alors évidemment les résultats ne sont plus du tout valables, et cette trajectoire est complètement fausse. Pings et Rennenkampf, les 2 auteurs de cette étude, ont répliqué en faisant une simulation de ce que donnerait la signature thermique d'un avion vu par le pod à une cinquantaine de kilomètres, ici, avec la même focale et le même zoom que la vidéo du gimbal. Et comme on le voit, c'est tout petit comparé à la taille du gimbal. Aussi, les analystes partent du principe que les pilotes de l'US Air Force sont des professionnels et qu'ils ne pourraient pas commettre une erreur aussi grossière, pas seulement l'équipage qui poursuit le gimbal et qui aurait confondu une signature radar avec une autre 50 km plus loin, mais aussi le personnel au sol, affecté à la surveillance du ciel et qui aurait été incapable de repérer un avion de ligne près de leur zone d'entraînement. On va maintenant passer à une autre analyse qui, elle, est beaucoup plus concluante. Il faut reconnaître que celle qu'on vient de voir laisse un peu dans l'indétermination. Il n'y a pas de conclusion définitive, et en plus ça repose sur des approximations et sur des calculs complexes qu'on serait bien en peine de vérifier par nous-mêmes. Mais avec celle-ci, c'est différent. Elle remet en cause de manière plus convaincante ce qu'on croit voir à l'écran, et pas besoin de passer par des calculs pour comprendre. Si je vous dis que cette rotation apparente de l'objet n'est qu'une illusion, et qu'à aucun moment l'objet ne pivote sur lui-même, vous aurez peut-être du mal à y croire. Mais il y a de fortes chances que vous ayez changé d'avis à la fin de cette vidéo. Moi aussi, au début, la première fois que j'ai entendu parler de cette hypothèse, je me suis dit que ça devait sortir d'un cercle d'ultra-sceptiques qui, ils font leur boulot de sceptiques, quoi. Ils essayent de tout démonter à tout prix, quitte à en faire un peu trop et à inventer des choses un peu tirées par les cheveux.
parce qu'on voit bien que l'objet pivote, c'est indéniable. Mais un certain Mick West nous dit qu'en fait, c'est l'objectif de la caméra de l'avion qui tourne. Mais si c'était le cas alors, toute l'image tournerait en même temps, et on voit bien que l'objet pivote relativement à la couche de nuages qui reste fixe. Alors, comment c'est possible? Déjà, il faut rappeler, et ceux qui ont suivi les 3 épisodes qui retracent l'histoire s'en souviennent sûrement, ces images ont été prises en pleine nuit. Il faisait complètement noir, les pilotes ne voyaient rien du tout, les caméras de l'avion ne voyaient rien du tout, et c'est seulement en activant le capteur infrarouge qu'ils ont pu prendre ces images. Il s'agit donc d'une image infrarouge, bien différente de l'image qu'on obtient, par exemple, quand on filme avec son smartphone. Les capteurs infrarouges sont sensibles à la chaleur, tout comme les caméras classiques sont sensibles à la lumière du soleil, par exemple, et tout comme une caméra classique peut être éblouie par la lumière du soleil, les capteurs infrarouges aussi peuvent être éblouis par une forte source de chaleur. Tout comme le soleil peut créer des artefacts qui prennent une forme sur l'objectif qui ne correspondent pas du tout à sa forme réelle, d'après Mick West, il en va de même avec les images infrarouges qu'on voit ici. La forme de soucoupe n'est pas celle de l'objet, la véritable forme n'étant pas connue, même si on sait qu'elle doit être plus petite que l'effet d'éblouissement qu'il crée, tout comme le soleil est toujours en réalité plus petit qu'il ne paraît sur une photo. Ici, une image que met en avant Mick West pour appuyer son hypothèse et qui montre un véhicule en feu, vu par une caméra infrarouge. On voit bien l'effet d'éblouissement qui prend une forme allongée, tout comme la forme apparente du gimbal. Pour comprendre comment c'est possible d'obtenir que cet effet d'éblouissement pivote alors que le reste de l'image, elle, ne bouge pas, il faut s'intéresser au système de prise d'image sur les avions F-18, le pod. En fait, l'objectif fait souvent des rotations d'ajustement, ce qui n'apparaît pas à l'écran parce qu'évidemment l'image est stabilisée avant d'être passée sur les écrans à l'intérieur de l'avion. Ceux qui ont déjà fait du montage savent peut-être que le problème avec une image stabilisée, c'est que son cadre, lui, continue à tourner. Eh bien, tout simplement, l'image est rognée pour donner l'impression d'une image stable. Là où la démonstration de Mick West gagne des points et c'est ce qui lui donne vraiment de la crédibilité, c'est que la rotation se fait à un moment bien précis de la vidéo. Vous voyez ce chiffre, c'est l'angle de la caméra par rapport à l'avion. Ici 45 degrés, ça veut dire que la caméra observe à 45 degrés par rapport à l'axe de l'avion. Et le L, c'est pour left, gauche en anglais, donc à 45 degrés à gauche. Comme on peut le voir en accéléré, la caméra commence par suivre l'objet à gauche, puis elle revient vers l'avant, vers 0 degré. Et d'après Mick West, c'est quand la caméra arrive dans cette zone, quand elle regarde devant, qu'elle pivote pour pouvoir continuer. Dans cette zone, la caméra doit faire des ajustements par rotation. Et c'est bien quand le gimbal est devant qu'on le voit pivoter. Il commence à tourner à 5 degrés sur la gauche et s'arrête à 5 degrés sur la droite. Entre parenthèses, même si on n'adhère pas à l'hypothèse de Mick West, c'est une information intéressante. Si l'objet tourne bien sur lui-même à ce moment-là et que ce n'est pas une illusion d'optique, alors il choisit de le faire au moment où il est bien face à l'avion. Bon, je referme la parenthèse. Pour Mick West, ça colle trop bien pour ne pas être dû à la rotation de la caméra. On voit bien que c'est possible, comme ici, où on obtient un effet d'éblouissement qui tourne en même temps que la caméra, et comme l'image est stabilisée, le fond reste stable, si bien que le résultat c'est un effet d'éblouissement qui est le seul à tourner dans l'image. Aussi, Mick West a fait une expérience dans son garage en faisant tourner une caméra et en stabilisant l'image, et on voit qu'en effet, l'artefact produit par la source lumineuse tourne indépendamment du reste de l'image. Si on ne savait pas qu'il y a un truc, on pourrait tout à fait croire que c'est la source de lumière qui tourne et pas la caméra. Autre élément mis en avant par Mick West, on voit qu'il y a des sursauts dans l'image, qui apparaissent mieux quand on utilise ce quadrillage qui accroche les mouvements des pixels et permet de mieux faire ressortir les mouvements de l'image. On voit qu'il y a des sursauts très brefs qui, d'après Mick West, sont trop soudains pour correspondre au mouvement de l'avion, et qu'il ne peut donc s'agir que de petits sursauts de la caméra. Mick West suppose que le mécanisme sur lequel est montée la caméra a des petites imperfections et que les mouvements de l'objectif ne sont jamais parfaitement fluides et que quand elle passe d'une position fixe à une autre, ça fait un petit sursaut dans l'image. Et en effet, ça colle plutôt bien, puisqu'avant chaque rotation apparente de l'objet, il y a un de ces sursauts. Un sursaut, rotation. Sursaut, rotation, sursaut, rotation. Chaque rotation est précédée d'un sursaut, ce qui fait dire à Mick West que c'est la caméra qui tourne et non pas l'objet. Enfin, et pour enfoncer le clou, Mick West, après avoir appliqué un filtre qui fait ressortir le contraste du ciel et permet de mieux faire apparaître les pixels, montre qu'on peut percevoir une rotation dans l'image, en même temps que l'objet, ce qui montre que la caméra tourne avec la même exacte synchronicité, ce qui ne peut pas être une coïncidence. On voit bien qu'il s'agit d'une image qui est en train de tourner, mais dont la ligne d'horizon a été stabilisée.
Malgré cette stabilisation, l'image a quand même conservé l'effet de rotation. C'est encore plus visible quand on cache le gimbal pour s'assurer qu'on n'est pas trompé par sa rotation à lui. Comme vous le voyez, la démonstration est plutôt solide, et on se demande pourquoi la quasi-totalité des médias ont relayé ces images, parfois en boucle, et presque aucun n'a pris la peine de faire la moindre petite analyse ou de demander à un expert de faire cette analyse pour eux. S'ils l'avaient fait, je pense que les analystes auraient au moins remarqué ces rotations qui affectent toute l'image et qui indiquent que ce qu'on croit voir n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Mais voilà, le but des médias c'est de faire des vues, et évidemment une vidéo comme celle-là, elle en a fait des clics. C'est devenu l'image la plus emblématique de l'ufologie. Si vous tapez OVNI dans Google Images, c'est l'image qui revient le plus souvent. C'est un peu l'image rêvée pour les médias, c'est l'OVNI idéal. Une forme de soucoupe, en plus qui exécute des manœuvres atypiques, c'est exactement ce qu'on attend d'un OVNI. Alors évidemment, si on commence à dire qu'il n'y a pas de soucoupe et qu'il n'y a donc pas non plus de manœuvre atypique, il ne reste pas grand-chose. On a juste un objet qui circule de droite à gauche et dont on ne connaît pas la forme. Vous vous souvenez peut-être de quelque chose dont on avait parlé dans le dernier épisode de l'histoire du gimbal, sur le fait qu'on ne savait pas trop d'où venait ce nom, gimbal. D'après Ryan Graves, ça fait référence à la forme de toupie de l'objet. Mais j'ai bien cherché et apparemment gimbal ne signifie jamais toupie en anglais. Un gimbal, c'est une pièce mécanique sur laquelle est montée une caméra pour pouvoir l'orienter dans tous les sens, et rien d'autre. Ce qu'il y a d'ironique, c'est que par contre, les pods des avions sont munis de gimbal, et là pour le coup, ce sont vraiment des gimbals, c'est la dénomination officielle. Mick West fait donc l'hypothèse que la personne qui est à l'origine du nom de la vidéo savait dès le départ qu'il s'agissait d'un artefact de la caméra. Alors tout ça, le fait que la vidéo soit trompeuse et qu'en fait elle ne montre rien d'extraordinaire, ça ne détruit pas toute l'affaire pour autant. Nous qui avons suivi l'histoire et l'avons retracée dans les détails, nous savons que la vidéo n'est qu'un petit élément du dossier. Il y a les témoignages des pilotes, les rapports officiels qu'ils ont faits auprès du ministère de la Défense, la notification NOTAM qui avait été publiée sur le site officiel du gouvernement et qui signalait la présence d'objets non identifiés près de la côte atlantique, etc. Pour débunker toute l'affaire, il y aurait encore beaucoup de travail. C'est une histoire compliquée qui offre des arguments autant à ceux qui y croient qu'à ceux qui doutent. Rien ne permet de disqualifier définitivement ni les théories sceptiques, ni celles qui défendent l'idée qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Certainement, d'autres témoins, à la suite de Ryan Graves, finiront par se manifester à mesure qu'ils quitteront leurs fonctions dans l'armée. Et avec la divulgation programmée par la Maison-Blanche sur ordre du Congrès, il pourrait bien y avoir quelques documents relatifs à cette affaire, voire des images qui sortiront et viendront encore alimenter ce dossier passionnant. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire n'est pas close et qu'on continuera à la suivre à mesure qu'elle évolue. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Bon, ça a été très analytique tout ça, et certainement que la prochaine fois, ce sera plutôt une histoire, quelque chose de moins technique et de plus divertissant. À la prochaine!